Mercredi le 12 novembre, évidemment, on est en direct aujourd'hui. On planifie le mariage de Jean-Michel Anctil aujourd'hui. Il sait juste pas. Un psychiatre nous parle d'une énorme avancée au sujet de la dépression. Hydro nous dit comment on peut se préparer à la prochaine panne, parce que oui, il y en aura d'autres. Et finalement, on fait un choix déchirant entre la poutine et Céline. Bienvenue, on va se le dire. Jean-Michel, t'es surpris? On va parler de mariage. Non, pas surpris, mais qu'on planifie mon mariage. Ben, il faut bien le faire à un moment donné. Ma blonde va être contente. Mais on n'en dit pas plus. Mais il faut suivre l'émission jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Puis là, il y a des gens déjà qui disent qu'il y a quelque chose de changé. T'es allé chez le barbier ce matin, c'est fraîchement coupé, ce beau jeune homme-là. Regardez-là s'il est beau. J'ai fait ça pour tout le Canada. Je me suis dit, je pourrais me présenter minimalement propre pour un C'est fois. bon. Fait que j'ai fait ça. Fait que c'est une clean cut coast to coast. Exactement. Fait qu'on salue tous les gens qui nous écoutent partout et qui aiment les jeunes hommes avec les cheveux propres. C'est très niché, mais j'adore. Quel beau nombril de semaine, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Je pensais que j'aurais jamais dit ça dans ma vie, mais c'est fait. Avec le très drôle Jean-Michel Anctil, les futurs mariés, la rigoureuse journaliste qui est de retour et on est content de Nathalie Collard. Bonjour. La pétillante animatrice. C'est bon, ça. Ah, ça va. Marie-Claire Morin. Et l'érudit, auteur et comédien clean cut, Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est moi. Et en passant, on parle de Nathalie Collard. Plus tard à l'émission, on va tenter de trouver le mot qui définit le mieux l'actualité de cette semaine, comme le fait Nathalie chaque semaine dans la presse. Donc, un mot qui décrit les derniers jours ou la dernière semaine. Donc, on a besoin de vous à la maison. Allez nous écrire vos idées sur nos réseaux sociaux et on va s'en inspirer. Je commence avec les fameux concours de beauté. On dit toujours c'est dépassé, tout ça, on a fait le tour. En fait, ils sont plus ce qu'ils étaient. Et celle qui a été couronnée Miss Monde Chili dimanche dernier en est le parfait exemple. On a un petit aperçu de sa performance. C'était en demi-finale. Wow! À vous? Non, mais attends, c'est parce que moi, je l'ai vu, cet extrait-là, mais je l'ai écouté pas de son. Non. Je pensais qu'elle chantait de l'opéra. J'étais là, wow! Elle a vraiment l'air de bien chanter. Moi, je pensais même que c'était de l'intelligence artificielle au début. C'est vrai que ça pourrait être ça. Mais moi, ce que je trouve malade, c'est que tu parles d'opéra, mais c'est aussi technique que de chanter de l'opéra, oui. faire du growling comme ça, de métal. Oui. C'est vraiment impressionnant. C'est pas une affaire que tu peux improviser. Fait qu'elle a un vrai talent, la fille. Bien, il était temps qu'on brasse les cartes un petit peu, non? Ça joue un peu le même, la même affaire, c'est un petit rituel, la paix dans le monde et tout ça. On dirait qu'on a la même image un peu vieillotte, mais là, on s'en va ailleurs complètement. C'est très codé. Oui, c'est très codé. Mais ça évolue, hein? Ça évolue comme dans le reste de la société. On le voit là, dans tous les domaines. Alors, Miss Univers aussi. Là, bientôt, on va avoir différentes sous-catégories. Il est temps qu'on en finisse aussi avec l'espèce de cirque. Là. Tu sais, les concours de Miss, ça a toujours été avec des monsieur louches qui tournent autour. Oh oui. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. Bien, c'est ça. Là, tu parles de l'autre concours. C'est Miss Univers, qui est le théâtre d'une controverse en ce moment. Je pense qu'il y en a une à chaque année autour de Miss Univers. Mais là, cette année, c'est allé loin à tel point que la présidente du Mexique a dû s'en mêler. Oui, c'est une histoire de fou, ça. Écoutez, c'est donc Fatima Bosch, qui est Miss Mexico, qui s'est fait reprocher par le directeur de Miss Thaïlande, où se passe cette année le concours Miss Univers. Lui, il s'appelle Nawat Itzara Grisil. Donc, lui, il a demandé à ce que les participantes contribuent à faire la promotion de la Thaïlande. Et elle se fait reprocher de ne pas faire une photo de groupe avec les autres participantes. Il l'a insultée devant, comme on le voit, dans devant tout le monde. de salle de réunion là, où les femmes attendaient. Puis finalement, il a tellement été raide avec elle qu'il y a plein d'autres participants. Il a traité d'idiote. Il lui a dit, je t'ai pas parlé, pourquoi tu parles? Puis finalement, il y a d'autres participantes qui, en appui donc à Fatima Bosch, se sont levées, ont quitté la pièce. Mais l'affaire, c'est que c'est même pas la première fois qu'il fait ça. Il a déjà dit à Miss Islande en 2016 qu'elle était trop grosse. Je suis allé regarder des photos. Je sais pas comment vous dire. Miss Islande n'était pas grosse. Il n'y a pas de question là-dessus. Puis même si elle l'était. Puis même si elle l'était, laissez-la vivre. Mais c'est un homme qui a un bon passé, je dirais, de commentaires misogynes. Mais là, c'est super intéressant de voir les femmes réagir puis dire « Hey, non, moi, j'en ai une voix, puis je trouve pas que ça devrait passer, ces affaires-là. » Fait que dans le renversement aussi, il y a... Oui, l'organisation change, mais je pense que ces femmes-là qui y participent... On n'a plus le même casting. On n'a plus le même casting, mais surtout, je pense, osent plus s'affirmer et pas être réduite à des poupées, des objets, finalement. Il voulait faire parler de la Thaïlande.
C'est réussi. On en a C'est parlé. réussi! Bonne personne en plus. Peut-être pas de la bonne façon. Oui, mais tu sais, on dit que la présidente du Mexique qui a réagi, c'est qu'elle, évidemment, on le sait, là, dans la dernière année, elle a été victime d'une agression en pleine rue comme ça. Donc, elle a dit justement chapeau aux femmes qui se tiennent debout et qui tiennent tête à ces hommes-là. Mais lui, c'est bizarre qu'ils soient encore en poste, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Écoutez, il y a déjà eu un certain M. Trump dans les coulisses de ce genre de concours-là. Alors, il y a encore un petit ménage à faire là, dans l'entourage des concours. Puis moi, j'ai hâte que ce soit des femmes qui deviennent promoteurs à un moment donné. des concours puis qui changent un peu la donne. Là, ça serait pas mal intéressant. Puis on parle de Trump, notre ami Trump, qui est à nouveau dans la tourmente après que de nombreux courriels liés à l'affaire Epstein aient encore une fois été rendus publics. Et là, il y a eu plusieurs révélations choc au cours des dernières heures. Comme quoi? Écoutez, les imprimantes doivent chauffer à Washington. Les déchiteuses aussi. Peut-être même plus. Alors, non, parce que ça a commencé par les démocrates qui ont publié des courriels dans les réseaux sociaux. Courriels qui viennent, en fait, là, d'un paquet de documents de la succession de M. Epstein qui ont enfin été révélés. Je pense qu'il y avait 20 000 pages là-dedans. 23 000. 23 000 Parce que un peu plus tard dans la journée, il y a des bouts qui sont caviardés, bien sûr, mais c'est ça. À la fin de la journée, les républicains ont décidé de inonder la scène et ils ont rendu public les 23 000 pages. Mais dans ces courriels-là, il y a des courriels entre M. Epstein et Ghislaine Maxwell, qui était sa complice et sa conjointe, et entre M. Epstein et un journaliste qui, à ma grande horreur, j'ai déjà interviewé, puis avec qui j'ai déjà échangé plusieurs courriels. J'étais un peu surprise ce matin quand j'ai lu ça. Alors, lui, il conseillait M. Epstein. Ça, je savais pas ça quand je l'ai interviewé. Alors, ce qu'on comprend, c'est que M. Epstein échange et dit que c'est même pas vrai que Trump ne savait pas, connaissait pas nos activités. Il était très au courant. À un moment donné, il va dire il a passé plusieurs heures à la maison avec une jeune fille, une des victimes. Là, le nom était caviardé, mais on devine que c'était la jeune Virginia Giuffre. On se demandait tout à l'heure comment prononcer son nom de famille, qui n'est pas évident. Donc, il y a des révélations comme ça. Il y a des mises au point aussi parce qu'à un moment donné, Trump avait déjà dit que M. Epstein, il l'avait renvoyé de son club de golf parce qu'il trouvait donc ça effrayant, son comportement, tout ça. Or, Epstein, dans un des courriels, dit « J'ai jamais été membre de son club de golf ». Alors, on voit que... Alors là, M. Trump et sa suite nient tout ça, disent « Ah, c'est de la diversion parce qu'on allait mettre fin au shutdown aujourd'hui. » On dit encore que ce sont de fausses nouvelles. On revient là-dessus. Fausses informations, fausses nouvelles. Mais ce qui semble ressortir de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de preuves qui montrent que Trump savait très bien ce qui se passait là, chez M. Epstein. Moi, je suis curieuse. Ouais. À partir du moment où on est capable de prouver que ces échanges-là sont bien réels et que Trump avait vraiment un rôle important dans cet organigramme-là, qu'est-ce que le Sénat peut faire? Bien, en fait, là, on ne sait même pas c'était quoi le rôle. Là. Ce que ça révèle, c'est qu'il était au courant, parce que lui se défend même d'avoir été au courant des activités de M. Epstein. Alors, ces courriels-là révèlent qu'il était pour le moins au courant. Cela dit, dans son livre, la jeune Virginia, elle a dit que M. Trump, il n'y avait jamais eu de comportement déplacé. Ouais. Alors, pour l'instant, ce qu'on comprend puis ce qu'on apprend, c'est que c'est pas vrai qu'il n'était pas au courant. Après ça, est-ce qu'il a profité des largesses de M. Epstein? Ça, c'est pas encore sur la table. Ce qui est arrangé, on dirait que le gars des vues, c'est le fait que ça arrive plus ou moins avec le premier anniversaire, tout ça, ces révélations-là, de sa nouvelle présidence. Donc, c'est quoi le bilan qu'on fait de cette année-là? On dirait qu'on... Moi, premièrement, je ne sais plus quoi croire aussi. Aujourd'hui, j'essayais de voir ça. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de lire au sujet de ça? Là, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes de plusieurs quotidiens crédibles, comme le New York Times, sont en train d'analyser tous ces courriels-là. C'est-à-dire passer à travers. On leur souhaite une belle semaine. Oui. 23 000 pages, c'est ça? Oui, c'est ça. À travers, donc authentifier, vérifier, est-ce que ça se peut, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors, il y en a pour des heures et des heures et des heures de travail. C'est quoi ton bilan, toi, de la première année? Moi, la première année que je fais, c'est de voir son comportement de bully, d'intimidateur. Mais moi, ce que ça a changé, c'est que maintenant, quand j'achète, je regarde d'où ça vient. Je sais que vous en avez parlé quand Gino était là aussi. Oui. Est-ce qu'on change nos comportements de voyage? Est-ce qu'on va aux États-Unis ou non? Moi, ça a changé. Mais c'est fâchant de voir
comme s'il est vraiment au-dessus de tout. Il ça, prend c'est des qu'il y a rien qui le décisions, touche, là. puis il va changer du jour au lendemain. Puis on va avoir une entente, puis après ça, finalement, on va rajouter de quoi. Puis c'est le pouvoir qu'on n'a pas de faire « petit coup de pied dans le cul. » Ben oui. Tu sais, juste cette histoire-là, aujourd'hui, ça aurait été assez pour faire couler n'importe qui d'autre à la pas même lui. place. tu sais, Mais lui, comme on s'il y pourrait a pas apprendre d'imputabilité qu'il quand mange on les parle de bébés, ça. puis Oui, c'est ça. personne qui réagirait. C'est fou. Puis les jeunes aussi ont leur opinion par rapport à Trump. Puis tout, tu t'es rendu justement dans les écoles pour la presse. Assez troublant de voir qu'ils pensent la même chose que nous. Finalement, ils sont très au courant. Oui, les on jeunes. est allé rencontrer, on fait souvent ça avec mon collègue Alexandre Tiroir. On va dans le métro, on va dans des lieux publics, puis on fait une opération post-it, on appelle ça. On va demander aux gens, on leur pose une question. Donc, Trump, on leur demandait qu'est-ce qui a changé dans votre vie. On est allé à l'Université Laval. Je vais vous dire, le mot qui revenait le plus souvent, c'était anxiété. Ben oui, c'était vraiment frappant. Les étudiants en sciences politiques, super contents. Je veux dire, ça a donné un petit oomph à leur cours de sciences politiques. Ils en discutent beaucoup avec leurs profs, mais beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur pour l'avenir, beaucoup de cynisme par rapport à la politique. Beaucoup de jeunes aussi qui ont boycotté les États-Unis. Il y a une jeune fille aussi qui est un peu en colère contre le Canada, mais contre tout le monde, en fait, de rester à quatre pattes puis de jouer, en fait, le rôle du boulier et non de tenir tête à puis Trump. Beaucoup de jeunes immigrants aussi qui craignaient pour la sécurité de leur famille, tout ça. Non, c'était vraiment intéressant, ce petit Je serais curieux de faire l'exercice, mais aux États-Unis. Voir les Américains, ça a été quoi leur bilan, eux, d'avoir... Parce qu'on dit souvent, les États-Unis, mais c'est pas les États-Unis, c'est Trump. Oui. Mais je serais curieuse que vous fassiez le même exercice à New York. De partir, puis... Je dis pas que ça ça va peut-être s'en venir. Mais ça serait super intéressant. Moi, pour ma part, c'est vraiment la confusion. Parce qu'on dit tout et son contraire, des fois dans la même semaine. Puis à un moment donné, tu sais plus, justement, elle est où la vérité, on en est où. C'est des écrans de fumée par-dessus, des écrans de fumée pour justement étouffer des scandales et des affaires qu'il a dit. Fait que moi, je suis complètement larguée. Mais c'est vrai que pour les étudiants en sciences politiques, c'est plate, mais ça doit être le fun. Ça rend ça très concret. Ça rend ça très concret. Je m'en vais ailleurs. Vous connaissez Marie-Pierre, qui est toujours à la fine pointe du style. Et d'ailleurs, on est presque surpris de ne pas l'avoir ici sur le plateau aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Couche. Et je vous explique. Oui, la couche est le dernier article à la mode. Oui! Pardon? C'est le fameux, on appelle ça le fashion bloomer. C'est une petite culotte, on va appeler ça comme ça, mais c'est vraiment pas très long, vous le voyez sur les images. L'idée, c'est de mettre les jambes en valeur. L'idée, c'est de mettre la jambe en valeur. Il y a une candidate cette année à Occupation Double qui s'appelle Béatrice, qui l'a portée allègrement. Alicia Moffett aussi. J'en ai acheté un. J'avais l'idée de la porter aujourd'hui, mais j'étais indécente. C'est frisqué aussi. Oui, puis non, mais je l'aurais mis avec un collant, une botte. Tu sais, je me disais peut-être que, mais non, je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui peuvent le porter, qui ont la silhouette pour le faire. Puis je pense qu'il y a aussi un âge où on peut plus porter ça. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est une affaire d'attitude. Jean-Michel en a mis. Moi, j'en change à tous les jours des couches. Fait qu'on dirait que d'en changer puis d'en porter... Mais je pense qu'il y a pour vrai, d'appeler ça une couche, déjà, je pense que c'est pas une couche. C'est juste une mini short. Oui, c'est une micro-short bouffante qui donne l'effet un peu... mais tu sais, le bloomer, en fait, en anglais, versus la couche en français, c'est même pas le même mot. C'est juste qu'ils l'ont traduit comme ça, mais... OK, c'est le look couche. Oui. C'est pas une couche. Non, c'est pas une couche. C'est comme une micro-short bouffante. Rien n'empêche de porter une couche. Ouais. OK. Mais c'est intéressant aussi de voir les références d'où ça vient. En fait, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Non, mais t'es troublé par la couche. C'est la couche. Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, on est l'année de Life of a Showgirl de Taylor Swift. Taylor Swift l'a utilisé, puis il y a quelque chose de très showgirl. Ça évoque aussi l'esthétique des Rockets. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté ça. C'est vrai, on est dans le fast, c'est un morceau statement, un morceau qui fait spectaculaire. Sabrina Carpenter le fait, Beyoncé le fait, tout le monde le fait. Là. Kristen Stewart, on la voit pas être à gauche, qui a un style irréprochable, le porte très bien. Mais appelez pas ça une couche, puis il y a moins de gens qui vont être dégoûtés. Parce que moi, sur papier, quand t'appelles ça une couche, ça m'écœurait. Mais est-ce que ça risque de se répandre, cette tendance? Bien, je crois que oui. Tu sais, là, c'est sûr que nous autres, au Québec, on est déjà dans les bancs de neige, fait que ça donne moins le goût de porter la micro. Ça tombe mal, Colin. On dirait que ça nous coupe notre ardeur, mais j'ai l'impression que dans les festivals de musique l'été prochain, on le verra. Quoi que l'hiver, on en porte plusieurs couches. C'est vrai. C'est bon. C'est fou! C'est arrivé de même. Donne-moi un mot. Ah oui. Un mot, une joke. Ben, ça pourrait être animal, parce que là, je vous parle d'une histoire assez triste quand même. Si un animal ne respecte pas votre propriété privée, mettons qu'il arrive, il piétine votre terrain,
Il n'y a pas de quoi fouetter un chat habituellement, mais il y a peut-être de quoi l'assigner à résidence. C'est ça, c'est ce qui est arrivé à Rémi. C'est qui, Rémi? C'est un pauvre petit chat qui vit dans le sud de la France. Tu peux pas dire c'est petit quoi cette quand histoire? C'est un gros chat. C'est un gros chat, c'est un gros massif. Oui, c'est un gros chat, mais il a pas fait tant de mal que ça. Alors, les faits reprochés au pauvre Rémi, là, on est à Agde, comme tu dis, dans le sud de la France. Il aurait mis ses empreintes sur un mur en crépi, mais qui était encore en train de sécher. Fait qu'il y a des petites traces de pattes sur le crépi. Crime horrible. Il aurait aussi apparemment uriné sur une couette du voisin. Encore là, ça a été des faits allégués, mais il n'y a pas eu de réelle preuve hors de tout doute raisonnable que c'est le chat qui a fait pipi. Toujours est-il que le voisin, qui se disait victime de Rémi, a fini par poursuivre le propriétaire du chat, qui s'appelle Dominique Valdès. Puis finalement, Dominique Valdès a été condamné à payer 1 250 € de dommages-intérêts, plus il y aura un deuxième procès, un deuxième moment encore, parce que le chat est retourné sur le terrain du voisin et là, le juge a décrété qu'il y aura 30 € d'amende par intrusion féline sur le terrain du voisin, ce qui fait que le propriétaire, maintenant, il a assigné son chat à résidence. Il garde en dedans. Puis il sortira pas. Pauvre Rémi. Mais ça mérite un procès. Tu sais, je pense juste ici, on n'arrête pas de dire qu'il manque de personnel dans les hôpitaux, mais aussi au palais de justice, il manque. C'est pour ça qu'il y a autant de... Ça s'empile, là, les causes. Tu sais, je verrais mal un cas comme celui-là. Comment prouver là, que c'est lui? Là? Il y a des chats errants, il y en a plein, là, des chats qui se promènent le soir. Mais c'est ça, vu que c'est pas un procès criminel. Les chats sont gris. Exact. Puis c'est pas un procès criminel, donc c'est pas hors de tout doute raisonnable, c'est la balance des probabilités. Cela dit, c'est un cas qui serait parfait pour de la justice réparatrice. Parce qu'au lieu d'aller en cours, on assoit les deux parties, on a un médiateur au milieu qui est comme, bon, de quoi vous avez besoin, monsieur, pour sentir que justice est faite? Et Rémi est là avec une petite cigarette, puis écoute, ça serait bon, ça. Un filou félin. Comme Garfield. Ça sort. Puis la justice réparatrice, là, ça peut être pour plein d'affaires. On s'imagine tout le temps une victime de meurtre, puis non, parce que cette personne serait décédée. Mais enfin, bref, on s'imagine comme quelqu'un qui a vécu un crime grave, puis l'autre personne, mais des fois, ça peut être pour une chicane de clôture. C'est la meilleure avenue. Fait que appelez votre intervenant en justice réparatrice. Oui. Il y a Marie-Maude Denis d'enquête qui sera ici demain. Peut-être que ça se peut qu'on y en parle. Elle pourra déterminer si Rémi est vraiment coupable. Ben oui, Marie-Maude, elle sait ses affaires. Solution, qu'il s'achète un chien, le voisin. S'achète un... Oui, exactement. Ils vont se faire justice entre eux. Est-ce que nos militaires risquent d'être déployés sous peu si on se fait à François Legault? Ça se pourrait. On s'en jase au retour. François Legault qui dirige l'armée canadienne. Bien sûr.
hier, François Legault a fait une déclaration étonnante. Il parlait de nos militaires dans le cadre des cérémonies du Jour du souvenir. C'était hier. Et là, je vais le citer, c'est pas moi qui dis ça. On pensait avoir moins besoin d'eux dans les prochaines années, mais malheureusement, avec ce qu'on voit un peu partout dans le monde, il ne faut rien exclure. Quand même. Je sais pas si ça vous inquiète, cette possible tangente-là, qu'on s'en aille vers là, tu sais. En tout cas, qu'on ouvre la porte. Moi, je sais pas. Non, je pense pas. Facile à dire quand tu seras pas conscrit. C'est moi qui vais aller se battre, Jean-Michel. Ben oui. En même temps, Je me suis trop vieux. Avec ta jambe de bois. Ouais. Fameuse jambe de bois. je sais pas. Ben, on dirait que juste qu'on évoque la possibilité, moi, ça me donne un petit frisson. C'est drôle, moi, je l'ai plus compris comme pour justifier ses investissements en défense. Oui. Plus que préparer nos baïonnettes pour aller combattre l'ennemi. Mais en même temps, il n'y a pas tort. C'est vrai que c'est tendu, là, la situation internationale, plus que ce l'était. C'est pas imminent, mais c'est plus dans l'ordre du possible que ça l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Alors, mais je pense que davantage que d'aller se battre, on va développer une industrie de la défense. Oui. Ça va faire rouler l'économie, puis après, on verra si ça sert. Là, mais... Ben, je me demande comment on va recruter les gens aussi, les nouveaux. Parce que, ils ont des problèmes de recrutement. Il y a moins de gens qui veulent s'enrôler. Et deux, ceux qui s'enrôlent ne se rendent souvent pas au bout du processus. Donc, il y en a une grosse batch qui abandonne, en quelque part. Ben déjà, peut-être mieux les payer, parce que quand tu regardes les salaires annuels dans l'armée, là, c'est vraiment une vocation. Il faut que tu fasses ça parce que tu aimes ça. Là. Ça n'a pas vraiment suivi le rythme de vie. Fait que ça, il y a un gros problème de ce côté-là, je trouve. T'sais, on n'est pas très patriotique. Ça change, j'ai l'impression, depuis un an quand même. Mais oui, absolument. Non, mais en général, tu sais, si tu regardes, moi, j'étais allée à Kandahar il y a 20 ans avec un groupe qui avait été rassemblé pour aller soutenir les troupes avant les fêtes. Puis les soldats américains, tu sais, ils portent le drapeau... Ouais. C'est comme dans leur ADN. Oui. Puis les soldats canadiens avaient le dos tout voûté. Ils disaient, on le sait qu'on est une disgrâce, que les gens ne sont pas derrière nous, qu'on n'est pas éduqués, qu'on vit aux dépens de l'État. Ils avaient une très piètre image d'eux-mêmes et de comment nous, on perçoit l'armée canadienne. Puis ça m'avait choquée. Pour vrai, là, j'étais comme... Il y a quand même quelque chose là-dedans dans la perception qu'on a des gens qui s'enrôlent dans l'armée versus, mettons, les États-Unis ou les autres grandes puissances mondiales. Mais je pense qu'on était dans des opérations avec les casques bleus. Casques bleus, c'était très bien vu, puis c'était bon pour l'image du Canada, mais on a beaucoup désinvesti ça, puis ensuite le Canada s'est retiré de l'Afghanistan, justement. Puis depuis ce temps-là, on dirait que l'image a pâli un peu, mais moi, qui n'ai j'ai pas la fibre militaire très développée, mais si on me disait, écoute, on va relancer les casques bleus, puis le Canada va avoir une belle place là-dedans, ça, je trouve ça intéressant, là, cette espèce de côté pacificateur, là, ça, j'aime ça. Encore faut-il que ce ne soit pas nos enfants, imaginez-vous. Mettons, nous deux, ça se pourrait peut-être, sont plus petites, le temps que... En tout cas, tu sais, imagine dans 10 ans, là, puis il nous arrive, maman, je m'inscris. No. Non, hein? Tu sais, les dernières fois qu'on a vu l'armée au Québec, c'est quand il y a des catastrophes. Tu sais, durant le verglas, durant les inondations. La crise d'octobre avant ça. On est content de les voir. Oui. On est content de les voir. Puis même parfois, on s'est tapé sur la tête ou sur les doigts en faisant pourquoi on n'a pas utilisé ce service-là avant. Mais moi, je vais lancer un pavé dans la mort. Je trouve ça quand même positif que ce discours-là commence à percoler dans l'espace public parce que j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu rentré la tête dans le sable. Puis un moment donné, la paix repose un peu sur la guerre. Puis c'est pas vrai que, mettons, on chantait comme Bahia en se tenant par la main en cercle dans les 50 dernières années. Ultimement, puis mettons, je suis désolé de donner raison à Donald Trump, mais c'est vrai que le Canada a un petit peu eu une free ride sur le dos des États-Unis pendant très longtemps. Puis on pouvait vraiment dire, eh bien non, une nation pacifiste. C'est pas vrai. C'est facile d'être une nation pacifiste quand t'as le grand frère à côté qui va casser la gueule du monde qui t'écœure. Fait que des fois, moi, j'ai l'impression que c'est une position qui est un petit peu plus réaliste, peut-être. Oui. Désolé si je choque des sensibilités. C'est un bon T-shirt, ça. Pour avoir la paix, ça prend la guerre. C'est un bon titre, ça. Pas très loin de George Orwell, mais bon. Ah, ben voilà. Mais là, la grande question, mettons-le. Disons, le Québec se sépare demain matin. Est-ce qu'il aurait sa propre armée, le Québec? C'est une des questions, justement, que se posent les personnages de la pièce Un nouveau jour. Nouvelle pièce de qui, donc? Ah, c'est moi! Jean-Philippe Marie-Guérard! Avec moi déguisé en Louis-Adrienne Cassidy, on dirait. Oui, il y a quelque chose avec ton drapeau, t'as raison. Mais dans ce spectacle-là, c'est ça, justement. C'est un monde hypothétique. On se dit, bon, le Québec, demain matin, vote pour l'indépendance, mais là, il faut se retrouver, il faut se chercher une nouvelle identité. C'est quoi le symbole qui nous représente? Et ça, c'est plus dur à faire qu'on pense. Bien, c'est super difficile. Puis c'est ça qui est au centre de la pièce, parce qu'on voulait... Bon, Michel Nadeau, qui est le directeur artistique du Théâtre Labordé, qui m'a approché pour écrire là-dessus, il voulait, bon, que je parle du projet d'indépendance du Québec et tout ça. Moi, ma réaction initiale était, c'est pas une affaire à laquelle je réfléchis beaucoup. Mais par contre, la question de l'identité québécoise, comment
comment on la construit, Oui. comment on la définit, c'est quoi nos référents communs, qu'est-ce qui fait que j'appartiens au même pays, au même territoire que quelqu'un qui habite à Sept-Îles ou en Abitibi, c'est quoi nos référents communs. Puis quand tu essayes vraiment de le trouver, c'est pas dur. si facile que ça. Puis c'est un exercice, bon, évidemment, c'est une comédie, fait que moi je m'amuse, puis le distillat de tout ça, c'est hockey, poutine, Céline, mais on essaye de sortir de ces terrains connus-là. Mais c'est parce que c'est tellement fragmenté, Ben on l'a oui. souvent dit ici à l'émission, même pour Encore la plus musique, pour la aujourd'hui. télé, c'est Oui. ça, c'est difficile d'avoir tous, tu sais, de Ouais. se rassembler autour d'un projet commun. Mais on s'est dit, tant qu'à réfléchir, c'est quoi le meilleur symbole et tout ça, on va sortir notre bon vieux tableau, mesdames et messieurs, et on va jouer à ceci ou cela. Et on a besoin d'un Jean-Michel, je pense, pour être notre bras là-dedans. Mais en gros, il faut choisir. On va y aller par élimination. Est-ce qu'on choisit ceci ou cela? Puis à la fin, il faut qu'il en reste juste un. Mais on est allé avec des trucs qui, on pense, sont des bons, D'accord. des Alors, bons j'aime choix. ça. Est-ce qu'on y va avec ceci, le pâté chinois ou nos jurons? Non, non. Ah non, c'est les jurons. jurons. Oh ben mon oui. Dieu, je suis tellement en minorité, ça commence mal. Ben oui. Nathalie! Je m'excuse, Oui. mais... Ben oui. Est-ce que Les tu jurons. prononces toi aussi, Sébastien? Ah, les jurons. Ben oui, les jurons. jurons. Non, je suis en minorité, allez. Hey, Les c'est moi jurons, qui a c'est la proposé le langue pâté aussi. chinois, puis je suis comme, hey, c'est de la merde, le pâté chinois. Alors, Les jurons, le là, hockey. Les jurons! Ça. Le hockey, c'est canadien. Ouais, c'est juron. pas Moi, je québécois. continue avec juron. Ouais. Moi aussi. Ouais. OK. Bon. C'est Hey, je suis surpris. Vous êtes, moi, je me disais, hockey, va Le l'envers. bye-bye ou nos jurons? Les jurons. Les jurons traversent plus le temps que le bye-bye. Je pense aussi. Il traverse le temps et les frontières. On va dans n'importe quel pays, C'est puis il vrai. dit... Ta. Oui, oui, oui. Oh, Et une le Québécoise. bye-bye provoque parfois beaucoup de jurons. Oui. Alors, ben, merci. il va faire burn-out. La La poutine. poutine ou non juron? Moi, je continue avec le juron, on dirait. Moi, je dirais pour la poutine. Non, Pour il y a une Mais- constante. Je pense que tout ce qui est bouffe, finalement, Ouais. ça me parle plus. C'est vrai, à Mais je date. pense Mais qu'il y a... notre identité, c'est plus les jurons, parce que Oui. ça fait partie de nous. Moi, je me promène pas avec une poutine. C'est vrai. Puis il y a tout notre héritage catholique qu'on Oui, peut voir oui, avec les exact. Puis jurons. on peut pas conjuguer la poutine. C'est Non. vrai. J'ai l'impression que des fois, pour être allé en voyage tu sais, à l'étranger, là, des fois, ils mangent plus de poutine que nous. Oui, Tu sais, ils c'est- essaient c'est de la rare, mettre de- oui. oui, oui. Parce qu'ils m'ont pas rencontré, ça. Et le dernier, nos jurons ou Céline? Eh, boy, ça, c'est tough. Désolé, Vas-y. je vais me citer dans ma pièce. Oh, vas-y. Céline, c'est une Canadienne qui a passé son temps à dire en anglais qu'elle était canadienne. Oh! OK. Moi, je dirais que Fait qu'on Céline, garde c'est un symbole, gardes- mais l'identité, c'est nos jurons. Oui. Ouais, c'est Alors, Équipe juron. Hey, je peux pas croire qu'on finit avec les jurons. Génial. C'est lequel ton préféré, Nathalie? Je suis curieuse. Est-ce que j'ai le droit de dire ça à la Ben télé? oui, dis-le. Tabarnak, ça me fait vraiment du bien. Ouais. Ah ouais. Puis surtout quand je l'étire, puis tu sais, Oui, on oui, sent oui, chaque oui. syllabe, là. Oui. Ça, c'est très... et on n'a qu'à se rappeler Ouais. Julien Poulain dans Elvis Elvis Gratton. Gratton, quand Ah, la Fernando, il porte. faisait faire des Oui. nuances de Ah ouais. tabarnak. Ah, c'est génial. C'est génial. Ça C'est fait- vrai. Alors, voilà. C'est Et je nos dois jurons. dire que- J'étais sûr que ça serait le hockey. Je suis très sûr. Ah non, moi, je suis très content des jurons. Sébastien, si tu peux venir voir ma pièce, tu risques d'avoir les oreilles qui cillent parce qu'il y a un des personnages de la pièce qui est l'animatrice d'un très populaire talk show à Radio-Canada de fin d'après-midi où on aborde toutes sortes de sujets mon qui Dieu! intéressent tous les Canadiens. Oh mon Dieu, je vais aller voir ça. Ben, allez voir avec moi. Peut-être c'est un nouveau jour, nouvelle pièce de Jean-Philippe Barriera. jusqu'au Ça se 22 passe, novembre. ben voilà, c'est un très beau théâtre. En plus, c'est le théâtre Labordé à Québec. C'est jusqu'au 22 novembre. Et parlant d'identité, je dis ça en allant à la pause, là, la bière, évidemment, qui a toujours fait partie de l'identité québécoise. Pour le meilleur, pour le pire. On a des bonnes, on a des moins bonnes. Une des meilleures, sinon la meilleure, parce que ça a été sacré meilleure bière au Canada hier, la Flacatoune de la microbrasserie Microbrasserie Charlevoix. Extraordinaire. Ah, je la Absolument. connais Ils en pas, font hein. plusieurs très bonnes, mais bref, on lève Vraiment notre bonne. verre au brasseur de Baie-Saint-Paul. On va goûter? Dans la pause. Ben oui. Au retour, le psychiatre et chercheur montréalais qui a fait une découverte qui va sûrement révolutionner tout, en fait, concernant la dépression. Je t'en sers un petit peu. Ben oui, la flacatoune, on va goûter la flacatoune. un peu.
Douglas possède une des plus importantes banques de cerveau au monde. C'est entre autres grâce à ça qu'un Montréalais a fait une découverte qui pourrait révolutionner les traitements contre la dépression. On accueille l'homme en question, c'est le psychiatre et chercheur Gustavo Turecki. Bonjour. Allô, bonjour. Quelle est cette immense découverte? Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte? Mais en fait, la découverte est associée à pouvoir un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau chez quelqu'un qui est déprimé. Oui. Okay? C'est presque mécanique rendu là. Mais, on peut peut-être dire ça. Là, oui. Mais évidemment, il y a beaucoup encore à connaître sur comment le cerveau fonctionne. Oui, le cerveau demeure un organe très mystérieux encore. Et bon, une des choses qu'on connaît très peu, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est déprimé. Quand on parle de dépression, on parle vraiment d'avoir des symptômes qui nous empêchent de fonctionner, qui nous empêchent de nous lever le matin, d'avoir l'énergie, la motivation à faire des tâches que normalement on les fait de façon courante. Mais là, je parlais du côté mécanique, c'est peut-être pas le bon mot. Disons le côté physiologique peut-être de la dépression. Ouais. Moi, j'avais l'impression que ça faisait un petit bout qu'on étudiait ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci? Mais ce qui est nouveau, c'est que la technologie avancée nous permet aujourd'hui d'étudier un tissu, une cellule à la fois, d'une façon aussi vraiment microscopique, si on peut dire. Et donc, on a été capable de vraiment disséquer les cellules qui sont touchées par la dépression. Et on a compris que il y a certains types de cellules en particulier qui sont impactées par la dépression. Et voilà, et c'est un peu ça la découverte. Puis ces nouvelles méthodes-là de dissection, est-ce que c'est invasif? Est-ce que c'est dommageable pour le cerveau? Par exemple, un cerveau que vous inspectez, vous pouvez le réexaminer plus tard? Mais, donc, en fait, il faut préciser que les travaux ont été faits dans les cerveaux de la banque des cerveaux. Ce sont des gens qui sont déjà décédés, qui ont fait un don pour la science. Oui? On ne peut pas le faire chez les gens vivants. Oui, c'est en fait un des gros frontières que nous empêche de vraiment faire des avancées parce qu'on n'a pas accès direct au tissu cérébral des gens qui sont vivants. Puis si, mettons, je voulais donner mon cerveau après ma mort, est-ce qu'il y a un processus pour ça? Est-ce que vous acceptez les dons de corps? Oui, c'est ça. Donc, tu sais, on est très chanceux qu'il y a des gens qui font des dons des cerveaux et que sans ça, on ne pourrait pas vraiment faire avancer la science en neurosciences. Ouais. Qu'est-ce qui cause la dépression à la base? Tu sais, si on revient là, qu'est-ce qui cause? Mais écoutez, cause, c'est une autre chose. Tu sais, la façon comment on comprend la cause, c'est que on a des vulnérabilités individuelles pour ça. En partie, c'est une partie de cette vulnérabilité donnée par nos gènes, une partie par notre expérience de vie, notre vécu. Et après, tu sais, ce sont des expériences qui vont déclencher un épisode dépressif. Donc, c'est un peu comment on comprenne, tu sais, aujourd'hui la dépression. Donc, ça peut toucher à nous tous, oui. C'est en fait une maladie assez fréquente. Il se présente d'une façon différente. Certaines personnes vont avoir une maladie plus légère, qui sont capables de continuer à travailler, à faire leur routine. Et d'autres, une partie des gens vont avoir une maladie vraiment sévère. Donc, il y a autant de sortes de dépression que de personnes, finalement. Il y a mille et une façons de voir la dépression. Je regarde juste le titre, Lumière sur la dépression. La lumière a un effet aussi, on parle de la dépression saisonnière, le manque de lumière et tout ça. Est-ce que c'est le genre de choses que vous étudiez, que vous pouvez étudier? Oui. Donc, ça, c'est un type spécifique de dépression. Donc, c'est une dépression qui a tendance à se manifester plutôt à l'automne, cette période de l'année, quand il y a moins de lumière, quand la température change. Donc, ça, c'est un type. Mais il y a plusieurs façons de déprimer, comme je disais avant. Il y a des dépressions qui sont vraiment très sévères. Oui, et très, très, très sévères. La personne ne peut plus fonctionner. Le docteur Turecki travaille en ce moment sur un projet de recherche où ils essaient de créer une corrélation entre la dépression et le suicide. Puis ça reste quand même un projet qui est
qui est ambitieux, de réussir à créer ce lien-là entre les deux pour qu'on soit un jour capable de prévenir le passage à l'acte. Oui. Puis ça, moi, ça me donne de l'espoir parce que je me dis, c'est grâce à la recherche qu'on va réussir à mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre la dépression, puis être capable de mieux accompagner les gens qui souffrent, qui sont dans un état tellement profond de détresse, Oui. qui, à ce moment-là, dans leur vie, ne voient que ça comme solution. C'est ça répond un peu à la question que j'allais poser parce que tu t'impliques, toi, tu es porte-parole là, maintenant de l'hôpital Douglas. De la Fondation. De la Fondation. Oui. Pourquoi tu voulais t'impliquer? Bien, c'est en lien avec ce projet-là de C'est recherche. Puis, tu sais, quand le Douglas m'a approché, il a quand même fallu que je prenne un temps de réflexion parce que de parler de dépression puis de parler de suicide me fait automatiquement parler de mon frère. Je l'avais même déjà fait sur ce plateau-ci. Puis, c'est tellement un deuil qui est complexe puis qui est douloureux. Fallait d'abord que je me demande si j'étais assez forte pour prendre ce mandat-là. Puis, je pense pas que la réponse était oui, parce que je me sens encore très vulnérable, mais je trouve impératif qu'on parle du travail que les chercheurs font et de dire aux familles qui vivent ce deuil-là, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens quelque part dans des laboratoires qui essaient vraiment de nous aider à mieux comprendre puis qui essaie de faire en sorte que dans le futur, on ait des solutions. C'est ça, je sens de l'espoir dans ce que tu dis, puis dans ces recherches-là. Et justement, concrètement, dans les traitements, qu'est-ce que ça va pouvoir changer? Mais beaucoup, en fait, parce que, tu sais, aujourd'hui, on a des traitements qui sont efficaces, mais ils ne sont pas toujours efficaces, ni pour tout le monde. Il y a quand même un pourcentage significatif d'à peu près 30 des gens qui ne répondent pas au traitement. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on considère qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Et donc, pour ces gens, et parfois, même pour le reste, pour que le traitement fonctionne, il ne fonctionne pas immédiatement ou après meilleur essai. Donc, ça prend du temps. Donc, on a clairement besoin de nouveaux traitements, de nouveaux façons de traiter. Et c'est qu'en comprenant un peu qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'on peut développer de nouveaux traitements. Aujourd'hui, la science avance quand même de façon phénoménale. Et, tu sais, on a comme, par exemple, il y a quelques semaines, il y a un traitement pour une maladie neurologique qui s'appelle Huntington's, qui c'est très sévère et que c'est un traitement extrêmement innovateur avec l'ARN qui a été utilisé pour traiter qui était injecté dans le cerveau. Il a complètement changé à 75 %. Ah oui? Oui. Donc, On peut quand même rêver qu'un jour, on peut avoir un traitement équivalent pour quelqu'un qui est très sévèrement déprimé. Tu parlais de la Fondation. Je prends le temps quand même, c'est important de mentionner que le Douglas est en campagne de financement présentement. Merci, docteur. Merci à vous. Au retour, on donne beaucoup d'amour à l'autrice, Marie-Cécile Labrèche.
Rémi, oui, bien, c'est un beau lapsus, parce que je pense encore au chat. Le chat. Son Rémi, je pensais pas. Oh, de son récit, ne pas aimer les hommes, on retient paradoxalement son grand besoin d'amour. Et ça tombe bien parce que, justement, nous, on l'aime très fort, l'autrice Marie-Cécile Labrèche, mesdames et messieurs, qui est là. Je suis un petit peu starstruck quand même, c'est parce ça. que j'ai lu Borderline au secondaire. C'était malade. Là. Puis vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui. Je on s'est pensais que jamais vous étiez croisés en tant qu'auteur. Mais là, ne pas aimer les hommes, qui est le titre. Allô, Marie-Cécile. Allô. Mais c'est quelque chose qui t'a été inculqué très jeune, c'est ce qu'on comprend. Tu étais petite, puis déjà, on te montrait quelque part à ne pas aimer les hommes. Oui. Ben, je viens d'une lignée de madame qui était maganée par la vie un peu. Mon arrière-grand-mère mangeait des taloches régulièrement par son mari. Elle a 18 enfants. C'est comme une classe de primaire, ça. C'est vrai. Oui. Puis ensuite, ma grand-mère, elle a marié mon grand-père qui était finalement un colosse et bar. Et puis ma mère, ben, elle, son entreprise amoureuse, c'était assez compliqué. Elle était schizophrène, fait que... Oui. Puis les hommes, quand ils rentraient dans la maison, ils passaient un mauvais quart d'heure, surtout à cause de ma grand-mère qui était assez rock'n'roll. Oui, ta grand-mère, même qui disait à tous tes chums quelque chose comme... Elle est comme un oiseau, elle va se sauver du nid, attache-toi pas trop. Oui, elle est comme un oiseau sur la branche. C'est ça, exactement, tu sais. Mais là-dedans, c'est que tu reviens sur plusieurs moments. Il y a les hommes qui t'ont fait souffrir, ceux que toi, t'as fait souffrir aussi. Fait que c'est comme quelque chose... Je sais pas à quel point ça s'est calmé, tout ça, avec les années. Oui. C'est pas tous les hommes, là. Comme je dis, sinon, leur livre était gros comme de ski, là. Non, mais c'est parce que des fois, on a l'impression, peut-être en littérature, mais que ça prend un chemin de croix amoureux pour arriver à trouver la lumière, puis une certaine... Non, ma sœur, elle est avec la même personne depuis... elle a rencontré son chum à son bal de finissant. Elle est encore avec lui. Ce que les Anglais appellent des high school sweethearts. Oui, fait que c'est ça. Eux autres, non, ils ont une piscine, 3 cacatoès, 2 chiens, 2 enfants. Non, c'est vraiment... Je pense que dans le livre aussi, tu parles de cacatoès, me semble? Oui, absolument. Oh, ça crie assez, ces petites affaires-là. Oh, ça crie. J'appelle ma sœur, ça... En tout cas, mais au final, avec le recul, es-tu contente d'avoir traversé certaines de ces épreuves-là pour aujourd'hui apprécier ce que tu as? Oui. Ben, j'aurais aimé ça, ne pas avoir vécu ça, là, mais non, c'est correct. Là, maintenant, je suis mariée, ça fait 22 ans. Moi aussi, tout est stable. J'ai pas de cacatoès, mais j'ai une maison stable, une piscine stable. T'as une piscine? Tout est stable. Même ton pH est stable. Ton pH? Tout est stable. Mais avez-vous l'impression que c'est ces mauvaises relations-là qui nous font apprécier peut-être ce qu'on a aujourd'hui, si vous en avez une, évidemment? Mais... Bien, c'est certain que ça nous fait grandir. Hein? Ben c'est le mot à la mode. Là. J'ai grandi dans cette relation-là. Ça veut dire que ça a été vraiment difficile quand tu as grandi dans une relation. Mais c'est sûr qu'après, tu montes sur les épaules de l'ancien pour être une meilleure personne. Hein? Mais c'est vrai, par contre, que je pense qu'il faut se défaire de l'idée que cet apprentissage-là doit nécessairement être fait dans la souffrance. En effet. Je pense que c'est pas nécessaire. Puis en même temps, c'est drôle, parce qu'en lisant le livre, j'étais comme... Moi, j'ai pas retenu tant la souffrance. Moi, je retenais la beauté dans cette affaire-là. Oui, dans cette enfilade-là. Ultimement, il y a beaucoup de... Il y a énormément de violence, puis il y a de la souffrance, oui, puis il y a du rejet, puis il y a de la peine d'amour, mais il y a des moments de félicité, pratiquement, là. En fait, ce livre-là, c'est comme si... J'ai encore des problèmes de soutien. Il va falloir que je change de marque, moi. Mais c'est... En fait, moi, ce livre-là, c'était comme si je voulais... OK, l'amour, c'est un code, c'est un langage. C'est comme si j'avais appris à parler russe, puis il fallait que je parle chinois. OK, comment on apprend ça? Moi, j'avais pas de modèle parentaux, là, tu sais. Chez nous, c'était vraiment le bordel tout le temps. Fait que c'était... Comment... Puis moi, mon but, c'était toujours d'être bien. Je veux être bien, je veux être comme tout le monde, je veux être bien, je veux être bien. Fait que toute ma vie, à date, c'était de travailler cette chose-là pour arriver à être comme tout le monde, être bien. C'est pas parce que j'ai un milieu difficile où c'est Internet au bout de champ. Tu sais, là, vraiment, tout croche, là, tu sais. Mais il faut dire qu'il y a eu plusieurs, sur ton parcours, malheureusement, plusieurs hommes inadéquats. Il y en a beaucoup d'envie. Non, mais il y a des histoires de... J'ai attiré, faut croire. Mais oui, mais des hommes adultes qui t'ont approché en Italie quand tu étais jeune, quand tu étais mineur et tout ça, enfant. Des histoires de professeurs donc, qui séduisent des étudiants. Ça, par contre, tu sais, mettons, c'est là que j'ai vu, moi, le fossé générationnel, parce que j'étais comme... Aujourd'hui, personne... En fait, peut-être qu'il y a du monde qui ose faire ça, mais j'ose espérer qu'ils le font avec un peu plus de culpabilité dans le cœur, là, parce que, voyons, le nombre de profs qui croisent leur élève dans ce livre-là... J'ai pas parlé des dentistes, en plus. Ah, mon Dieu! Mais tu sais, en revisitant tout ça, parce que des fois, quand t'as les deux pieds dedans, tu le vois pas. Mais là, avec le recul, tu repenses à tout ça. Est-ce que tu dis, OK, c'est plus troublant que ce que je pensais? Ben, oui, c'est ça. Ben, en fait, quand j'écris, moi, je suis vraiment dans l'esthétique. Hein, même si c'est moi, je suis mon matériau, c'est moi, c'est mon personnage depuis le début, mais c'est l'esthétique de la langue, tout ça, c'est ça qui prime surtout. Donc, on dirait que j'ai pas de connexion. J'écris, puis on dirait que je ressens rien. C'est après coup, quand je me lis, je me dis, oh! Puis pire, c'est quand les autres me lisent, puis ils me disent, ah,
Écoute, c'était pas facile. Ah oui, c'était pas facile, hein? Vous savez que c'est là que je catch que, oh mon Dieu, je l'ai pas eu facile, là, tu sais, là. Fait que... Mais le livre, il est pas écrit, c'est pas misérabiliste. Non, zéro. Je suis pas une victime. Puis, tu sais, c'est vraiment un travail. Je voulais m'en sortir, je voulais bien. Tout le long, c'est ça, vraiment ça. Fait que c'est comment arriver à s'en sortir, là, tu sais. Paraissait erreur un peu, là. Ah oui, beaucoup d'erreurs. Mais c'est vrai que c'est formidable, je trouve, dans le livre, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une série de mésaventures qui te sont arrivées. On a l'impression d'une fille qui cherche quelque chose activement, puis il y a des échecs. Et des fois, elle ouvre la mauvaise porte, mais j'ai jamais l'impression d'avoir une pauvre petite fille qui est victime de la situation. Oui, c'est ça. Non, puis c'est pas écrit même, puis c'est drôle. Il y a des bouts, c'est drôle, là, tu sais. Puis il y a des bouts, je le dis aussi, moi, je cherchais l'homme plus, là, tu sais. Oui. Moi, je suis assez sapiosexuelle. C'est drôle. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. Il dit, t'aimes les sapins, tu sais. Non, c'est pas ça. J'aime les cerveaux, tu sais. J'aime l'intelligence, là, tu sais. Fait que je suis attirée par ça, là, tu sais, peu importe de quoi ça a l'air, des fois, physiquement. Je devrais pas parler de même. Il y en a qui regardent en ce moment qui font ah ouais, mais OK, je pensais qu'elle me trouvait beau. Hey, moi, je veux juste montrer parce qu'il y a ce roman-là qui est sorti, donc n'a pas aimé les hommes, mais il y a aussi 3 autres livres. T'en as lancé 4 dans la dernière année, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Un roman au four, puis là, il y en a 2 pour enfants, puis elle les regarde en maudit depuis tantôt. Mais je veux juste dire que c'est des gens en librairie, n'a pas aimé les hommes, mais Marie Sissi, vous pouvez la croiser au Salon du Livre de Montréal. Ça a lieu du 19 au 23 novembre prochain. Puis encore aujourd'hui, on a 3 paires de billets à vous offrir, donc vous vous rendez sur nos réseaux sociaux. Merci Marie Sissi, pour la belle visite. Ça, je t'ai reçu. Tu capotes depuis tantôt. C'est tellement mignon en plus. Ma Marco va adorer. On va adorer. Après la pause, celui qui gère les pannes d'électricité derrière son clavier, le gars d'Hydro-Québec.
il faut que je prenne ce micro-là. On a une panne de micro, ça tombe bien, on va parler de panne. On vient de me dire ça, ben oui. C'est pour toi, ça a l'air. Oui, je pensais que c'était pour moi. Ça a l'air, ben oui. Là, on vous explique, parce que vous savez, le Québec, en fait, je vous apprends rien, le Québec a vécu sa première vraie tempête, c'était une bonne en plus, de l'année. 350 000 usagers d'Hydro-Québec, dont moi, j'en fais partie, ont été plongés dans le noir pendant plus ou moins longtemps. Il y en a qui le sont toujours, je pense. Mais pendant que nous, on s'éclairait à la chandelle, qu'on s'emmitouflait dans nos couvertures, ben lui, c'était un de ceux, en tout cas, qui s'affairait à gérer la crise. On soit à nouveau sur notre plateau, avec bonheur, parce qu'on l'aime beaucoup, Jonathan Côté, qui est porte-parole responsable des réseaux sociaux chez Hydro-Québec. Allô? Bonjour. Puis là, c'est ça, ton micro est en panne. Oui. Mais là, est-ce que c'est toi qui fais les blagues un peu passives-agressives sur les réseaux sociaux? Oui, c'est un peu de ma faute. Il n'y a pas juste moi, on est plusieurs. Là. En fait, il y a mon collègue aussi, Pierre-Alexandre. Bonjour, Pierre-Alexandre, qui travaille en ce moment. Qui en fait aussi, mais oui, c'est beaucoup de ma faute. Mais c'est le, entre guillemets, service à la clientèle le plus divertissant. Perdre beaucoup de temps, plongez-vous là-dedans. Mais en fait, ce qu'on a fait pour se jaser maintenant, on est allé chercher justement des vraies questions qui ont été posées à Hydro-Québec puis auxquelles vous avez répondu. On commence avec celle de Bruno. Je vais taire les noms de famille, mais Bruno, il dit « J'arrive pas à comprendre comment vous établissez les priorités. Je suis dans un secteur où environ 700 résidences sont sans courant depuis lundi soir. Pourtant, il y a plusieurs pannes mineures à côté qui ont été réparées avant nous. Ne devriez-vous pas tenir compte du nombre de personnes affectées? » Fait que comment ça marche, les priorités? Comment vous dites on va aller là en premier, là ensuite? C'est une bonne question, puis on la pose souvent, d'ailleurs, pendant les pannes comme celle-là. C'est quelque chose qu'on doit réexpliquer beaucoup, là, parce qu'évidemment, les gens qui voient surtout, ils voient chez eux, puis ils voient autour, mais ils n'ont pas la vue globale que nous, on a. Puis lorsqu'on rebranche le service, il y a une ordre de priorité à suivre. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, en premier, on va rebrancher les services essentiels, comme les hôpitaux, par exemple, les stations de pompage, les CHSLD, tous les services d'urgence, les antennes cellulaires pour que les gens puissent avoir de la communication, ce genre de choses qu'on branche en premier. Donc, il y a tout un de priorités comme ça en termes d'infrastructures critiques. Après ça, c'est comme la personne, comme Bruno disait, on va aller cibler les endroits où on va rebrancher le plus de gens en même temps. Mais il peut arriver, par contre, que des fois, pour rebrancher un certain groupe de gens, on va devoir travailler sur le réseau principal, si on veut la colonne vertébrale du réseau, puis ça va avoir pour effet de rebrancher un autre petit groupuscule de 15 personnes qui étaient sur une autre rue, qui étaient branchées sur cette même tronçon-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a décidé d'aller rebrancher juste les 15, peut-être qu'on retravaillait ailleurs pour un plus grand groupe. Finalement, ça a eu cet effet-là. Donc, nous, on a la vue d'ensemble, mais la logique veut quand même qu'après que les infrastructures critiques aient été rebranchées, on vise à rebrancher le maximum de clients en même temps. Donc, si on a une panne où on peut travailler pendant 2 heures pour rebrancher 10 000 personnes et une autre qu'on peut travailler pendant 2 heures pour rebrancher 12 personnes, on va choisir la 10 000 en premier. Et là, plus on avance dans la panne, mais là, c'est un peu le cas où est-ce qu'on est rendu actuellement. Vers la fin, il reste plus de cas où on a beaucoup de travail pour peu de gains en termes de rétablissement. On devrait toujours pouvoir l'appeler comme ça. C'est tellement clair et précis. Moi, je l'imagine, Jonathan, là, quand il commence à neiger, il se regarde les dos bureaux. Bon, OK, let's get this party started. J'ai une question, moi. Non, mais on a peut-être la même question, mais je me demandais, on savait pas qu'elle allait tomber autant de neige. Toi, là, tu te réveilles le matin, là, puis qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'on te dit? Vite, viens-t'en. Tout le monde, on a besoin de tes réponses. Oui, ça aurait été ça à l'époque, mais maintenant, c'est plus, tu es à la maison, puis tu vas sur ton ordinateur. Mais genre, vite, branche-toi, là. Exact, mais en fait, je dirais que je l'ai suivi un peu en temps réel, parce que ça a commencé, ces pannes-là, plus en soirée. Donc, si c'est arrivé pendant qu'on dort la nuit, mais là, tu te réveilles le matin puis tu vois ça, mais non, j'ai vu la panne arriver client par client pendant la soirée et on répondait déjà le lundi soir aux clients qui étaient en panne. Fait que t'as pas regardé la dernière d'avant le crash, toi? Non, malheureusement, je vais devoir écouter les rediffusions. J'en ai pas la même question. Moi, je me pose la question, quand vous faites des nouveaux... Quand il y a des nouveaux quartiers résidentiels qui sont construits, est-ce qu'ils enfouissent les fils? Et pourquoi ne pas enfouir les fils? Je sais que ça coûte cher, mais de réparer, à un moment donné, ça fait pas comme « Oh, on aurait dû le faire avant ». C'est une bonne question. On nous la pose vraiment souvent, l'enfouissement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'endroits où on va le faire, surtout dans les nouveaux développements. Et à Montréal, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a plus de 50 du réseau qui est enfoui à Montréal. Donc, ça fait un impact. Mais oui, on va le voir beaucoup dans les nouveaux développements, mais c'est généralement à la charge de ceux qui construisent. Donc, ça va être le promoteur qui va décider s'il fait un réseau enfoui ou pas dans ce quartier-là. Et bien évidemment, les gens, ça va faire partie de leur maison. Donc, lorsque vous faites l'achat d'un nouveau logis, vous allez pouvoir le voir. C'est plus compliqué si on vient pour enfouir dans un endroit où c'est déjà un réseau existant. Parce que, par exemple, si on dit, OK, on va aller enfouir le réseau sur toute une rue, ça veut dire que tous les clients sur cette rue-là doivent refaire leur branchement électrique, passer à souterrain. C'est des milliers de dollars de travaux pour chaque personne. Essayer d'aller cogner à la porte de tout le monde pour faire ça.
il y a des impacts, il faut excaver. Vraiment, c'est des travaux qui sont beaucoup plus complexes et lourds. Donc, évidemment, quand c'est du nouveau réseau, comme vous le mentionnez, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis ça se fait vraiment de plus en plus. Les nouveaux développements, c'est souvent ça. Il y a des quartiers où ça devient, on dirait que c'est comme une entente de gang. Tu sais, je pense à Lorraine, entre autres, sur la Rive-Nord. C'est ça le concept. Le quartier, il n'y a pas de fil nulle part, tout est enfoui. Mais c'est sûr que les coûts, vraiment, tu le disais, là, dans le fond, c'est de 4 à 10 fois plus cher. C'est beaucoup. OK, c'est énorme. Donc, même s'il peut y avoir des réparations des fois, c'est sûr que la différence est majeure. Puis aussi, c'est pas à l'abri complètement des pannes. Lorsqu'il y a une panne, c'est très long, des fois, de trouver le problème et le régler. Puis là, j'ai des exemples de pannes l'hiver là, à Montréal où des gens ont eu des grosses génératrices branchées sur leur quartier pendant 1, 2, 3 semaines. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Puis évidemment, il y a d'autres défis reliés au souterrain. Donc, c'est pas une solution qui est magique, mais par contre, ça fait partie des solutions qu'on a et on en fait de l'enfouissement. Là, évidemment, ça fait partie des façons qu'on améliore le réseau. C'est une bonne question, mais c'est une bonne réponse aussi. Les deux, c'est très bon. Marc-André, ça, c'est une question qui est revenue souvent. Marc-André dit, si la première tempête fait du dégât comme ça, l'hiver va être long. Donc, pourquoi cette tempête-là a été si, pas catastrophique, mais si violente? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs, mais il faut se rappeler quand même, les gens, je pense, des fois, ont la mémoire courte là-dessus. C'est pas la première fois qu'on a dans les premières tempêtes des pannes. Il faut savoir qu'au début de la saison comme ça, il va y avoir plus de branches, par exemple, faibles qui vont être à risque de briser avec le poids de la neige, par exemple. Il y a des feuilles encore. Il y a encore des feuilles. Bien, justement, là, c'est ce qui est de particulier cette fois-ci, c'est que des bordées de neige de cette ampleur-là, normalement, une bordée de neige de plus de 10 cm, on a ça un mois plus tard, autour du 8 décembre. Et là, à ce stade-ci, on a eu 20 cm de neige dans le coin de Montréal et la Rive-Sud. Donc, c'est vraiment majeur. On n'a pas ça d'habitude. Et la température qu'on avait faisait qu'on avait de la neige qui était gorgée d'eau, qui était très lourde. Donc, combiné au fait qu'il y avait encore les feuilles dans les arbres à beaucoup d'endroits, ça fait un poids qui est vraiment massif. Et donc, ça fait casser les arbres. Et le réseau, lui, tient assez bien, mais le réseau d'arbres, lui, pas très, très solide quand il y a du poids comme ça. Et donc, il casse, ça cote sur nos fils. Puis là, même si on a fait la maîtrise de la végétation, à moins d'avoir enlevé tous les arbres autour des fils, c'est impossible. Quand les arbres cassent comme ça, vous voyez dans les images qu'on nous présente. Donc, c'est ça qui a eu un gros impact. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas ça à chaque bordée de neige parce que là, toutes les branches déjà affaiblies, ils ont cassé. Ils casseront pas la prochaine bordée de neige. Donc, ça va aller beaucoup mieux les prochaines fois. Sauf que là, évidemment, ça fait un choc en début de saison comme ça. Mais c'est impressionnant. Juste hier, je roulais sur Papineau, puis les branches des arbres frottaient quasiment sur le dessus des toits des voitures. C'était vraiment impressionnant. C'était tout écrasé. Puis c'est justement parce que le poids de la neige était tellement lourd. Exact. C'était super beau, féerique dans un sens, mais en même temps, ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il nous reste quelques secondes, mais je voulais quand même le préciser. Te poser cette question-là. Alissa qui dit, ça fait maintenant 34 heures que nous sommes sans électricité. Honnêtement, ça n'a aucun sens. On a des animaux, des conditions de froid gérées, plus d'eau, aucune mise à jour fiable n'est fournie. Puis là, tu le dis, c'est pas la dernière tempête de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se préparer? Pour pas à chaque fois être pris les culottes baissées. On dirait qu'à chaque fois, c'est la première fois. Oui, bien, toujours avoir un kit d'urgence, justement. Puis vous pouvez aller voir sur notre site Internet, sur le site Infopan, on a une section comment se préparer et pendant les pannes et après les pannes, vraiment toutes sortes de trucs. Donc, avoir un kit d'urgence de base. Et aujourd'hui, ça veut aussi beaucoup vouloir dire garder ces appareils chargés. Lorsque vous voyez que la météo qui approche, qui pourrait causer des pannes, soit des vents violents, des tempêtes, des choses comme ça, assurez-vous d'avoir ça de près. Et de pouvoir justement être prêt à vraiment survenir à vos besoins, avoir la nourriture, de l'eau, tout ça. Ça prend un kit de survie comme chez vous. Il y en a un, lui. Moi, j'ai quelque chose de tenir au chaud aussi. Des batteries chargées. J'ai peut-être aussi brancher son téléphone sur le vélo stationnaire. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Ah, ça se fait Il y a des gens qui font ça, oui. Tu mets comme un dynamo. Charge. Puis tu peux recharger ton téléphone. Ça te réchauffe en même temps. Tu fais du training. Regarde, tout est dans pédaler fort et longtemps par Ben, c'est ça. Merci, Jonathan. T'aurais été, je pense, un des premiers invités à faire un bloc complet avec un micro. Je pensais que t'allais chanter quelque chose. Après la pause, un mariage, celui de Jean-Michel, et plusieurs divorces, pas celui de Jean-Michel. C'est les miens, ça? Oui, c'est vrai.
on va se le dire, il y a de plus en plus de mariés qui laissent tomber, tu sais, les fameuses grosses cérémonies traditionnelles avec des centaines d'invités pour des petites cérémonies intimes, un petit souper simple après avec les proches. C'est une formule légère, c'est abordable, c'est né pendant la pandémie. Et je pense que c'est là pour rester. En tout cas, ça a l'air d'être là pour rester. Et là, par hasard, je me tourne vers Jean-Michel Anctil, qui s'est fiancé il y a un petit peu plus d'1 an. Ouais. Ça s'enligne comment, vous autres? Bien, au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était un gros party. Puis là, on a fait la liste. Là, on était rendu à tout près de 200 personnes. C'est ça, Moi, c'est la liste d'invités qui... Dans ma naïveté, je fais, ça coûtera pas si cher que ça. Ah, t'es nono. Ben, je sais. Non, j'aime mieux dire naïf. Et là, on a fait des calculs, puis là, on était rendu, ça coûtait de beurrer. Puis je dis, non, moi, je veux pas faire ça. Si je veux dépenser, je vais le faire sur le voyage qu'on veut faire, le mariage. Puis là, on a commencé à réduire. Puis là, plus tu réduis. Puis après ça, tu fais comme, moi, j'ai peur d'oublier du monde. Fait que là, de faire, pourquoi j'inviterais pas cette personne-là, puis là, j'invite celle-là. Ah, puis ça donne lieu à des belles chicanes. Tout le temps. Fait que là, pour éviter la chicane, on s'est dit qu'on va faire ça très intime. Puis après ça, je fais plusieurs parties. Ah, ben oui. Avec bon, des ça. amis, à un moment donné. On veut souligner ça. Après ça, parce qu'on a plusieurs groupes d'amis, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le voyage qu'on veut faire ensemble. OK. Puis après ça, ben, l'union, oui. On veut célébrer ça. Puis ça va être vraiment, on le fait pour nous. Puis après ça, ben, on va voyager, puis on montrera nos photos de voyage. Mais c'est bien ça, parce que c'est vrai que de toute façon, mettons que tu mets des centaines de milliers de dollars sur ton mariage, les invités vont apprécier, mais toi, t'es bien trop stressé pour en profiter. Toi, nous, on s'est remariés, nous autres, après, juste pour nous autres, pour le fun. Non, on c'est est allé à ça. Vegas juste pour dire, mais c'est parce que cette journée-là, justement, on était tellement dans tu gères tout le monde. Les Tu vas mariés, parler à on tout le monde. profite pas Oui, du mais mariage. maintenant, les gens, ils embauchent un Oui, des wedding planner, Ouais. puis c'est la dame ou le monsieur qui s'occupe de tout. Là. Toi, C'est t'es ça. supposé relaxer puis avoir du plaisir avec Mais tes t'es un peu amis. comme un politicien, c'est-à-dire que tu vas serrer des mains, tu vas donner des becs, tu c'est vas sûr. T'es saluer comme un des peu gens. en dehors de ton corps. Ah, Ça oui. dépend. Moi, on avait fait une short list, là, une liste très restreinte de 50 personnes. Puis évidemment, ça a froissé des gens. Ben, c'est Puis il y en a qui étaient déçus, puis il y en a qui comprenaient pas. Mais moi, j'en avais tellement vu des gros joueurs, des gros mariages ostentatoires là, de joueurs de hockey à 300-400 personnes avec la wedding planner qui court en arrière avec l'espèce de gros cartable avec Oui. c'est la tante de... Puis là, Oh mon Dieu, on est comme dans Devil Wears non, Prada. non, mais là. c'était ça, là. Moi, j'ai vu ça. Oh, mon J'étais Dieu. comme, c'est hors de question qu'on vive ça. Puis à 50 personnes, j'ai tout aimé. La soirée, j'en ai profité. J'étais allée prendre une marche. Ça a été une soirée exceptionnelle. Même si je suis plus avec cet homme-là aujourd'hui, le souvenir que j'en garde est encore parfait. Fait qu'il y a moyen de le faire, mais c'est quand même un racket. Tu sais, on va se le dire, là, parce que les tankers, là, tu fais toute ta belle table, là, tu fais, oui, mais les chaises, tu penses aux chaises, puis les napkins, puis la vaisselle, Les puis là, fleurs. t'as- Les centres de Les table. fleurs, mais tu penses en parles, j'ai payé encore. Mais c'est quoi ton conseil pour Jean-Michel? C'est de garder ça petit? Mais de pas le faire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, je pense le plus petit possible. Puis de se rappeler pourquoi tu le fais. Tu le fais pour toi, pour elle, pour vous deux, pour cette union-là que vous voulez sceller parce que vous vous aimez. Mais après ça, le reste, il y a personne... Tu sais, même les petits parties, je comprends. Mais ultimement, ces gens-là, ils sont contents pour vous, mais il n'y a personne qui a besoin de le souligner autant que les deux personnes. Moi, je pense que qui c'est à font. refaire. Là, je couperais Ouais. le 3/4 des invités. Je ferais ça en famille comme on est à Noël, mettons, c'est notre ça. petite gang à Mettons, nous. qui t'inviterait plus, là, mettons? Ah, ben là, je donnais des Pierre. initiales. Non, mais c'est vrai, je garderais ça tout petit. Mais pour être vraiment. allé à un mariage cet été où on était une centaine de personnes, moi, j'ai beaucoup aimé ça, être invité. Zéro stress. Ah, être invité, c'est le fun. C'était à la campagne, dans une cidrerie, sur le flanc d'une montagne. Il faisait beau, on Ça a a tellement bien l'air mangé. C'est ça. Hey, Inviter un c'était mariage, c'est comme un merveilleux. job. Moi, je suis pour ça. Si, Mais ça coûte cher. Ouais. Mais c'était ça mon idée de départ. Moi, je voulais faire ça très champêtre. Tu sais, j'avais été au mariage de Luxonné, puis il avait loué un chapiteau. Y a-tu fait C'était- ta split? Non, Ah. non, mais tu sais, c'était dehors. Il y avait son célébrant qui était Stéphane Crête. C'était super beau. Je fais, hey, moi, c'est ça, je veux un party. Ben, après ça, il y a quelqu'un, un wedding planner, qui m'a dit, mais t'as-tu pensé s'il pleut? Ah, ouais, Parce c'est que là, tu sais, c'est sur le gazon, mais Ouais. là, ça va être boiteux. Eh. Ouais, il faut un peu Là, Ça, les le nappes- plancher, ça coûte une Ouais. fortune. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai fait comme, Ouais. ah ouais. Puis là, tu sais, faut que tu mettes tes chaises, faut que tu mettes quelque chose par-dessus les chaises. Puis là, ça coûte. C'est mieux de le faire à l'intérieur avec des grandes portes qu'au sur l'extérieur. Ben oui. Mais c'est aussi implicite, surtout à un certain âge, là, quand c'est un deuxième mariage, tout ça, c'est un peu implicite que les gens vont peut-être te donner un cadeau en argent qui va couvrir une partie de tes dépenses. Là. Tu sais, ça fait qu'à la fin, oui, ça te coûte des sous, mais tu
sais, si c'est pas un mariage complètement extravagant, là, de Nous, on avait joueurs de cherché un hockey, petit montage, je me souviens, pour la bouffe. Puis en bout de ligne, ça nous a pas coûté si cher que ça, parce que tout le monde a un peu Puis il y a moyen de réinventer. On est straight un peu, tu sais, on répète toujours les mêmes choses, là. Moi, là, je lance un autre pavé dans la mort. Ah non! Moi, je pense qu'on ne devrait pas gosser personne quand on se marie, puis les gens devraient donner un cadeau quand ça toffe. Là, vous vous rendez ça? Ouais. Là, je vous Un fais genre chèque. de bonus. Ouais. Fait dans un bureau, tu reçois une montre. là, tu reçois Bonus de un- performance. Ouais, mais pendant 10 ans, ils font tout pour que ça brise, pour pas avoir à te donner un cadeau. Moi, je suis pas marié avec mon chum, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Pourquoi est-ce que personne ne donne de cadeau? C'est On vrai? le mérite. Peut-être parce que vous êtes. Ah oui, vous l'avez fait. J'allais dire, vous n'êtes peut-être pas passé à travers des rénaux, parce qu'on s'entend. Wow. Les mariages, ça unit les couples. Les rénaux, ça les fait divorcer. C'est presque arrivé d'ailleurs. Il y a une lectrice. Je trouve que c'est très drôle comme histoire. Ben, c'est pas drôle pour elle, mais moi, je trouve ça drôle. Lectrice du Guardian, OK? Elle rénove sa maison avec son mari, tout va bien. Jusque là, elle sait pas en ce moment si elle devrait le dire à son chum que la maison, une fois qu'elle est finie, elle l'aime pas. Elle l'haït. Puis là, je pense à toi qui se lance dans une émission de réno avec ton chum. Ah, on est non pas seulement lancé. vous en faites, mais vous On allez est- le filmer. On a par-dessus ses oreilles, on est là-dedans. Vous êtes dedans, là. Ah, mon Dieu. Mais moi, je suis traitée de nono. Moi, je suis une bonne youffe. Moi, je fais Parce tout que tu à fais ça, tu l'envers. te lances là-dedans. Ah, moi, je me suis garochée là-dedans, là, tu sais, en ne sachant rien. Puis, je suis naïve. Mais ça Puis se passe-tu bien? Avec 2 jeunes enfants. Ah, T'es pas naïf. Oui, deux jeunes enfants et une équipe de se passe. chez vous. Ça se passe c'est bien, pas- ça se passe. Non, mais ça se passe bien, mais ça me coûte un bras. Parce que moi, tu sais, pour justement, comme la wedding planner, Tant qu'à. on est dans les temps qu'à. Moi, je veux que ça soit bien fait. Puis là, on engage un chargé de projet. Puis on n'en fait pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas le temps. Fait que tout ce que tu fais pas toi-même te coûte le quadruple du prix. Fait que c'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux. Puis d'autres, on a fait ça à l'envers. Au début, tu te fais un budget, tu parles avec le gars, tu dis j'ai ça de budget. Nous autres, on est partis pas de budget. Fait que te dire l'hémorragie financière. Faire un budget, moi, dans le Ah sens, oui. je sais pas combien ça coûte des rénaux. Moi, je Hey, peux mais pas. ça n'a pas d'allure. Je peux Mais pas. tu peux très, très t'asseoir cher. avec quelqu'un qui connaît ça. Mais c'est vraiment, Puis qui c'est va te vraiment, faire des balises. c'est la chose à faire. Ben oui, c'est ça. À se faire un budget. Hey, imagine Mais- si en mais plus, t'étais à la radio tous les midis. Non, mais je fais des blagues, je fais des blagues. Pour vrai, ça va être écœurant, puis c'est un projet de cœur. Puis on Bon. le fait pour les bonnes raisons, puis c'est une bigénération avec mes beaux-parents, fait que ça Tenir son bout. ça va être... Oui, Quand exact. t'as une idée en tête, tu tiens ton bout. Pas parce que le designer il dit ça va être plus beau, tiens Oui, sauf qu'en même ton temps, bout. des fois, j'ai le goût de dire qu'il faut faire des deuils, puis il faut laisser aller aussi. C'est sûr, un Ouais, petit tu fais peu. ton deuil de ton budget. C'est quoi le mot qui définit l'actualité de la semaine? Il y a neige, peut-être, mais en tout cas, on y pense, puis on vous dit ça après la pause. Hey, vous êtes courageux. Regarde.
Bon, on vous en parlait en début d'émission. Nathalie Collard signe la chronique Le mot de la semaine. Donc, c'est chaque semaine dans la presse. Chronique dans laquelle elle choisit un mot pour attirer... En fait, un mot qui a attiré plutôt l'attention dans l'actualité des derniers jours. Comment tu choisis ça? Écoute, c'est un peu ésotérique. Non, sérieusement, je me posais la question en m'en venant ici. Est-ce que je l'explique? J'écoute tout. Les émissions du matin, tous les panels politiques que tu peux imaginer chez Patrice Roy ou ailleurs. J'écoute tout, puis c'est comme si les mots rentrent dans ma tête, puis là, je brasse ça un peu. Quand Mercure rétrograde, il y a quelque chose qui ressort. Il y en a toujours un ou deux qui vont sortir. Tu sais, c'est comme si j'essaie pas d'intellectualiser ça trop. Je vais vraiment au feeling, là. Alors, à un moment donné... C'est le baromètre de la semaine. Oui, puis il y a un mot qui ressort puis qui revient à chaque fois. Puis honnêtement, quand je le soumets toujours à mes collègues, tu sais, on a des petites réunions le matin dans ma section dialogue à la presse, puis la plupart du temps, ils me disent « Ah, ben oui, c'est ça. » Une évidence, ça ressort. Ça fait que c'est ça. Parce que, tu sais, on a sondé les gens à la maison. Je commence par les vôtres, puis tout ça fait du sens. C'est France Gagnon qui dit syndical. On parle beaucoup de syndicats cette semaine avec la STM et tout ça. Carole Maillé, c'est coquelicot, bon, pour le jour du souvenir. Francine Gélina, puis ça me fait penser que les miens, c'est la semaine prochaine, mais c'est pas fait. Les pneus. Les pas fait à temps. Pierrette Bouffard, c'est la neige, évidemment. C'est sûr que ça allait sortir. Isabelle Girard, déjà. Et Alain Langteau, wash. Pour la météo, j'imagine. C'est quoi vos mots, vous autres, de la semaine? Là, moi, j'ai deux propositions. Okay. J'ai chaos, parce que la tempête, mais parce que aussi politiquement, ça a été socialement. Il y a quand même il y a eu beaucoup d'éléments. Oui. Sinon, moi, j'aurais dit recul, parce que le syndicat de la STM a reculé. Oui. Le gouvernement recule sur la loi 2. Les démocrates ont reculé sur l'arrêt le financement du budget. J'en ai-tu d'autres? C'est quand même pas mal de recul. C'est pas si pire. J'en fais une course. C'est pas si pire. C'est quoi ton mot? Patience. Tu me l'as volé! C'est ça, je voulais dire. Patience? Oui. Patience, parce que tu veux rouler dans les rues avec la neige, il faut être patient. Pour venir à Montréal, il faut être patient. Tu veux voir ton médecin, il faut être patient. Les gens qui sont encore en panne d'électricité, il faut qu'ils soient patients. Si tu veux habiller ton fils de 16 mois avec sa sauce d'hiver, il faut que tu sois oui. C'est une qualité que je n'ai pas. Moi, la patience a passé, puis le sac, elle a pigé dans le sac à patience, qui est parti, j'ai dit... Bye-bye, j'en ai pas, je n'aurais pas. Moi, loin de moi l'idée de revenir encore là-dessus, mais vous savez que je suis fan ici, puis on en a parlé cette semaine. Peut-être crash, parce que c'était la fin d'avant le crash, mais on a eu le crash. Tout a crashé cette semaine. Le système électrique a crashé. C'était un de mes mots au début de la semaine. Aux États-Unis encore, on est dans le crash à peu près à chaque jour. Mais je sais pas ce qui te parle dans tout ça. Bien, je trouve ça intéressant. Le crash, j'y ai pensé. Je l'ai pas retenu finalement, parce que je me disais... Tu sais, j'essaie aussi de pas exclure les gens. Là. Je me disais, si les gens n'ont pas suivi la série, bon, il va falloir que je l'explique, puis ça me tente pas. Mais chaos, syndicat, tout ça, ça va tourner autour de ça. Mais on n'a aucun mot positif. Mon mot n'a pas été... j'ai trouvé mon mot, mais... c'est bon, là. Mais là, c'est deux mots. Ça marche pas. Bon, ça marche pas. Le chaos, c'est pas négatif pour moi. Ça peut être joyeux, le chaos. Le joyeux chaos. Ça peut être la liberté. Il y a du positif. Oui, c'est vrai. Mais y a-tu des semaines où il y a des mots plus positifs? Ça arrive. On dirait que depuis un petit bout de temps, c'est tellement morose, l'ambiance générale. C'est sûr que moi, je l'utilise aussi pour faire une espèce de critique, analyse de l'actualité. Alors, c'est plate, mais c'est rarement positif. Ben oui, c'est toujours un mot à connotation. Ça l'était la semaine dernière, j'ai parlé de mairesse et j'ai parlé de Catherine Fournier, comment je trouvais qu'elle était inspirante pour les femmes en politique. Alors, c'était très positif. Dont la petite bédaine a commencé à sortir. Oui! On la salue, Catherine, parce qu'elle nous écoute des fois. Demain, Benoît Brière sera là, on va peut-être perdre le contrôle. Marie-Maude Denis pour faire une enquête sur le chat. François Lambert, Mika Guerrier et Julie Bélanger. Et Minou, bonne soirée.